Fin, c'était le mot favori de tout écrivain, mais aussi celui qu'il craignait de ne plus jamais pouvoir écrire. Le mot qui pouvait être annonciateur de son propre début. Ce mot se trouvait au sommet d'une montagne toujours plus ardue à gravir. Et chaque fois qu'il tapait ces 3 lettres fatidiques à la fin de manuscrit, Édouard Wagner sentait l'angoisse l'envahir. Allait-il pouvoir grimper encore une fois ? Le dernier ouvrage sur lequel il avait apposé le mot allait bientôt paraître et selon son agente, le buzz était bon, déjà. Il avait accordé une entrevue dans un journal à grand tirage et quelques autres étaient prévus d'ici la sortie, dans une semaine. La couverture média s'annonçait très positive. Certes, on ne parlait plus depuis longtemps de critiques, mais au moins on semblait éviter l'habituel recyclage de communiqués de presse, ce qui était déjà beaucoup, quand on se compare. Édouard Wagner était un écrivain de la vieille école et le revendiquait fièrement. Il n'avait aucune envie de devenir une personnalité médiatique, comme tant de ses collègues. Son job était d'écrire, pas de jouer son propre personnage. Il tenait à ce que ses livres soient connus, nuance. Certes, cette attitude lui fermait des portes. Ainsi, on lui refusait systématiquement l'accès au plateau de l'importante émission de radio animée depuis un siècle par Julie Germaine, espèce de cassation de la littérature, pointu qui définissait le bon et le beau avec l'aide d'un éventail de chroniqueurs serviles, dont les propres livres étaient généralement chroniqués par leurs collègues, à moins que ce ne soit celui de leur conjoint. Tout cela sans compter le poète en résidence à la voix de Crécelle, qui hantait hebdomadairement l'émission et dont Julie Germaine semblait être la seule à avoir le talent. L'irritante snobinarde était réputée pour avoir décrété un jour qu'il y avait suffisamment de livres publiés, tant qu'elle n'ait à parler de ça. Ça étant les livres d'Édouard Wagner, qu'elle dédaignait allègrement. Son allergie à la célébrité le faisait aussi se tenir loin des réseaux sociaux, comme le diable fuyait l'eau bénite. Face de Bouc et les autres engeances était un égout à ciel ouvert, un cloaque malodorant, où les grands-mères à chats et des maladaptés sociaux déversaient des quantités effarantes de fiel, de haine, d'intolérance et de stupidité, sans compter les théories du complot délirantes. En revanche, il aimait observer ce dépotoir virtuel d'un œil sociologique. Pour qui savait regarder, il offrait une vue imprenable sur la nature humaine, dans ce qu'elle avait de plus déplorable. Édouard avala une gorgée de whisky. À combien de verres en était-il ? 3, 4. Il allait devoir se modérer s'il ne voulait pas ruiner l'importante entrevue télé du lendemain matin. À défaut de Julie Germaine, Claudine, son agente, véritable dragon lady, avait joué des coudes dans les coins, comme elle seule savait le faire pour l'obtenir. Son fil d'actualité défilait lentement sur l'écran, sans éveiller chez lui le moindre intérêt. Rien de nouveau sous le soleil. Les complotistes complotaient contre les complots qu'ils découvraient sous chaque pierre et derrière chaque arbre. La 5G, les vaccins, l'état profond, la terre plate. Il leur souhaitait d'ailleurs personnellement de marcher jusqu'au bord et de faire un pas en avant. À côté de ces ratatinés du lobe frontal se trouvaient les bordes d'offensés perpétuels qui dénonçaient les manques de sensibilité et le racisme systématiquement, qu'ils traquaient un peu partout. Leur raisonnement était aussi implacable que simple. Vous êtes en désaccord avec moi, donc vous êtes raciste. Les hommes blancs hétérosexuels étaient coupables de tous les maux qui affectaient la diversité, toujours plus diverse. Lui-même était censé avoir joui d'un privilège structurel qui avait grandement facilité sa vie. C'était bien mal connaître la vie d'écrivain. Y vivre des redevances de vente toujours plus imprévisibles ne tenait pas d'un privilège, mais du miracle, ou d'un entêtement masochiste. Vivre des redevances de vente toujours imprévisibles ne tenait pas du privilège, mais du miracle, ou d'un entêtement masochiste. Il y avait encore toutes les variantes d'identité du genre, bisexuel, transgenre, non-binaire, non-genré, queer, et tutti quanti, sans compter les orientations sexuelles, qui étaient autre chose de pas plus clair. Wagner n'y comprenait plus rien, et n'avait pas envie de faire l'effort. Tous ces gens qui sortaient du proverbial placard pour claironner publiquement leurs variantes personnelles, les exaspérer au plus haut point. Il était de l'école selon laquelle chacun pouvait faire ce qu'il voulait de son entrejambe, tant que la chose demeurait de l'ordre du privé. De temps à autre, l'envie lui prenait de se faire polémiste,
ces spécialistes de l'esclandre et du scandale si chers aux Français. Mais il n'avait pas la fibre pamphlétaire. Il aimait se tenir au milieu, là où tout le monde pouvait être raisonnablement d'accord, ou au moins pas trop en désaccord. Les extrêmes changeaient, tout le temps. À la longue, ça devenait fatigant. Le centre, lui, était calme, comme l'œil du cyclone. Il se contentait donc d'utiliser des médias sociaux pour entretenir sa relation avec ses lecteurs, car il en avait. Les politiciens politicaillés, les vedettes vedettées, les guignards guignés, les glousseurs gloussés, la routine habituelle. Un article attira soudain son attention. Il était question d'une cabale exigeant le retrait de Blanche-Neige et les Sept Nains de toutes les plateformes de diffusion parce que le film jadis un classique était maintenant jugé et condamné comme offensant pour les personnes de petite taille. Vertically Challenger, disait-on en anglais, et Édouard cligna des yeux, sidéré. « C'est une blague » chuchota-t-il dans son verre. Il lut l'article. Son premier réflexe fut de rire. Puis, son plus grand malheur, l'esprit d'un collègue et néanmoins ami, passait maître dans l'art de la provocation, profita du 5e mois-ci pour s'emparer de lui. Il avait toujours admiré le courage de marcher à contre-courant et la souveraine indifférence à la critique de Florent Jobin, une sympathique tête à claque moustachue, un brin anarchiste. Ainsi mal inspiré, il décida de participer à la discussion, s'imaginant qu'il y en avait une. Il partagea la publication sur sa page, se fit craquer les doigts et écrivit d'une traite un statut. Matière à réflexion. Indispensables lecteurs et lectrices, depuis le temps que nous nous fréquentons, vous savez qu'il n'est pas dans mes habitudes de commenter l'actualité.